Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de webconférences, dont celle-ci sur le thème des impacts de la crise sanitaire sur la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique. Une webconférence en partenariat également avec les deux associations de DRH de la territoriale, dont la présidente pour l'association des DRH des grandes collectivités territoriales, Mathilde Icard, directrice générale du CDG 59, et le président pour l'association nationale des DRH du territoire, Patrick Corrier, directeur du département des ressources humaines à la mairie de Nantes et Nantes Métropole, ont accepté de participer ensemble et je les en remercie. Comme je remercie l'avocat Éric Landau d'avoir accepté de nous aider à décrypter l'essentiel de ce texte et de nous expliquer avec sa pédagogie habituelle le droit et la pratique. Mais d'abord quelques mots sur les deux associations qui sont partenaires de cette manifestation. L'association des DRH des grandes collectivités territoriales est un réseau de plus de 220 adhérents qui fournit un cadre d'échange adapté aux besoins du quotidien des DRH, mais qui inscrit également sa réflexion et son action dans la durée à travers l'organisation de colloques annuels, de journées d'études et de webinaires, partenariat avec des universités dans une logique de recherche, action, coopération avec d'autres associations professionnelles. L'association a également une activité importante de lobbying sur le champ DRH et de la fonction publique. Concernant l'association des DRH des territoires, qui avait été créée à l'origine pour rassembler les DRH des conseils généraux, on les appelait comme ça à l'époque, elle s'est ouverte en 2010 à l'ensemble des acteurs des ressources humaines des collectivités territoriales depuis 1000 habitants. C'est un réseau de partage et de pratique et de transfert d'expertise. La NDRH-DT est aussi un centre de ressources, de référents de veille, de prospective et de réflexion qui accompagne ses adhérents dans la pratique de leur métier et leur propose des informations qui sont disponibles sur un site très riche, leur site internet, et des rencontres sur les différents territoires. Elle se mobilise également auprès de nombreux partenaires institutionnels pour apporter des conseils et des expertises. Mais pour revenir à notre sujet, les impacts de la crise sanitaire sur la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique, très tôt, ces deux associations ont eu des positions communes en sollicitant formellement le gouvernement dès cet été pour le report notamment de la mise en œuvre des futures lignes directrices de introduites par la loi ou de la réforme du temps de travail. Des dossiers qui tombaient au plus mauvais moment alors que les services RH étaient déjà très sollicités et se relevaient à peine de la première vague du Covid-19. En même temps, les dispositions de cette loi étaient bien accueillies car beaucoup répondent à des problématiques de confinement admis ou remis en lumière, télétravail, bien entendu, évolution du dialogue social, santé, sécurité, égalité femmes-hommes, et j'en passe. De multiples questions, donc, que nous allons traiter et qui montrent à quel point les services ressources humaines sont de plus en plus sollicités et à la manœuvre. Et puisque nous parlons de questions, ce sont aussi les vôtres que nous attendons et vous pourrez les poser via la fenêtre questions que vous pourrez voir dans l'interface GoToWebinar à la droite de votre écran. Et évidemment, nos intervenants feront l'impossible pour y répondre dans le temps qui nous est imparti. Enfin, nous informons que cette webconférence sera en ligne et le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole en commençant par vous, Éric Landau. J'évoquais de manière un petit peu abrupte la question du droit et de sa pratique, mais je crois que dans cette période d'accélération des mutations, elle se pose particulièrement. Éric Landau. Oui, bonjour à tous. Effectivement, vous avez raison. On est dans un moment passionnant. En clair, quand la loi est sortie il y a un peu moins de 18 mois, on s'est retrouvé avec des débats classiques. Faut-il assouplir, pas assouplir, libéraliser, pas libéraliser, faciliter certains éléments de gestion, avec des débats qui très vite se sont cristallisés vers la place du contrat au début ou à la fin de la présence de l'agent, le recrutement direct de cadres libres à partir de quelle strate, de quel seuil. On était sur un débat donc en clair qui se focalisait sur la souplesse et la place du statut versus la place des contractuels. Et avec une position au début qui était
très libéral au sens classique de l'expression au début des débats, pour aboutir à un texte plus équilibré à la fin, ce qui est assez classique. Et puis finalement, moins de 18 mois après, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec le statut qui a démontré ses qualités dans les relations avec les agents et les impératifs de continuité de service public et autres qui apparaissent plus importants que jamais. On se retrouve avec des problématiques de télétravail qui se traînaient année après année dans sa mise en œuvre et qui aujourd'hui s'accélèrent, même si ce que nous vivons n'est pas juridiquement à proprement parler de télétravail. Donc il y a une sorte de validation de cette loi dans ses soucis d'avoir certaines souplesses de gestion, mais de contraste entre ce qu'étaient les préoccupations en 2018-2019 et ce que sont les contraintes et les problématiques majeures d'accélération que nous vivons maintenant. Regardons tout ceci. D'abord, je vais rappeler ce qu'il y a dans cette loi, mais alors en passant en revue tout ceci très vite avec les inconvénients de ce qu'est toute énumération. Donc, et ensuite, alors, je n'ai pas la page qui s'apparaît. Voilà. On va voir ensemble très rapidement en énumérant ce qu'il y a dans cette loi. Premièrement, une rénovation du dialogue social. Et là, nous sommes dans des domaines qui n'ont pas, alors qui ont donné lieu à débat, bien sûr, mais enfin, qui n'étaient quand même pas ce sur quoi il y avait plus de guerres de tranchées, qui ne sont pas forcément ce qui est le plus aujourd'hui ou le plus en contraste avec la crise de RH que nous vivons parce qu'il y a une crise sanitaire à gérer, et pas seulement dans la relation avec les agents, mais dans la continuité du service public, etc. Mais ce sont quand même des éléments pour lesquels il y aura des textes à mettre en œuvre et pour lesquels donc on se retrouve avec à terme des choses à préparer pour les DRH. C'est le comité social territorial avec ses mutualisations possibles, donc des réflexions stratégiques. Il n'y a pas que la mise en place, il y a des réflexions sur les champs des mutualisations possibles qui est un peu différent de ce que nous avions auparavant, pour lequel on attend un texte, le rapport social unique, les réformes sur les CAP, CCP et les instances collectives. Ensuite, nous avons d'autres éléments qui, eux, sont de transformation, de simplification de la gestion des RH. Et là, on est plus en prise avec les souplesses que nous évoquions tout à l'heure et avec peut-être des choses qui pourraient peut-être être des atouts dans les réformes à venir dont nous voyons bien l'urgence au regard de l'urgence sanitaire. C'est certaines règles sur les nominations d'emplois fonctionnels, contrats de projet, les recrutements de contractuels sur certains emplois permanents, les extensions de CDI, transfert des agents en cas de transfert de gestion. C'est très important. Hein, quand je vais te donner à ma régie SPIC ou en délégation, j'ai donc un détachement d'office des agents, ce qui fait qu'on n'a plus de gestion de RH, de retour au centre de gestion de certains agents ou de reclassement interne difficile, etc. Réforme de tout ce qui est formation qui va évidemment être un enjeu difficile à mettre en œuvre en même temps qu'on aura beaucoup d'autres choses à faire. Quelques réformes sur les remplacements d'agents absents. Ensuite, donc vous voyez, je suis dans l'énumération, hein, mais cette énumération a une vertu, c'est qu'on mesure l'immensité de nombre de petites choses qui en fait ne sont pas si petites que ça, qui sont à gérer pour mettre en œuvre cette loi dans chaque direction des ressources humaines. Bon, tout ce qui est indemnité de précarité, les employeurs publics locaux qui ont plus l'obligation de nommer stagiaire un contractuel admis à concours, l'appréciation de la valeur professionnelle qui change, la rémunération des contractuels qui est réformée, quelques ajustements sur le régime indemnitaire, les lignes directrices de gestion qui sont en train d'être mises en place parfois avec des documents un peu pipeaux et parfois d'autres très complets, voire parfois lourds. Il est très important de signaler que dans la même période, ces éléments entre guillemets de droit, ce qu'on appelle le droit souple, ont vu le contrôle du Conseil d'État, enfin du juge administratif, renforcé par des décisions récentes. Donc on a là une convergence entre l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État et le fait que tout le monde se met à faire ces LDG qui auront quand même une valeur juridique en aval. Il faut bien le mesurer. Quelques ajustements sur le droit disciplinaire qui sont pas majeurs. Ensuite, y compris la suppression de la commission de recours, etc. Mais ça, c'est une bonne chose. Quelques éléments de simplification de cadre de la gestion des agents, de transparence sur HPTV, TVP, pardon, l'application des rémunérations les plus élevées, quelques réformes
sur la santé et protection sociale des agents, le congé de proche aidant qui a donné lieu à des textes récents. C'est ce qu'on le Québécois appelle le baluchonnage. Pas de préparation au surclassement, supplément familial de traitement pour lequel le décret est sorti il y a quelques jours. Encadrement des autorisation d'absence pour détention familiale, ASA, on attend un texte, aménagement horaire pour allaitement, on continue. Encore une fois, tout ceci paraît être une avalanche de textes, mais c'est une avalanche justement de choses à mettre en œuvre, c'est bien ce qu'il faut intégrer. On a l'échéance des 1607 heures, bien sûr, dont je suis certain que nous reparlerons. Quelques éléments aussi sur le télétravail. Ensuite, des éléments d'encadrement droit de grève, contre la formation, des ordonnances sur la formation, détachement. Ensuite, je continue à passer rapidement, sinon je serai trop long, sur la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique et de manière générale, comment dire, la souplesse de passage entre les trois versants de la fonction publique commence petit à petit à émerger et pas seulement dans un sens désormais. Institution de la rupture conventionnelle pour un certain nombre d'agents, et ça c'est quelque chose d'important. Évolution sur la remise à retraite d'office, de la question chômage, des nouveautés sur la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel. Ensuite, des obligations de mise en place de dispositifs de réforme sur l'égalité femmes-hommes et sur les travailleurs handicapés. Ensuite, ensuite, on a mis tout ceci en place et on attend encore un certain nombre de textes, d'autres sont passés. La liste est déjà impressionnante. Hein, donc, voilà, c'est-à-dire que j'ai failli sabrer, d'ailleurs sur la fin, j'ai sabré un peu dans les détails, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit l'ensemble de tout ce qu'il y a eu à digérer et ce que les collectivités vont devoir mettre en place. Sauf que tout ceci arrive dans un contexte où on se retrouve avec une crise sanitaire qui se retrouve à combiner toute une série de difficultés, des difficultés qui seront évoquées par les DRH qui sont mieux placés que moi pour en parler tout à l'heure, qui sont gérer le travail à distance, qui n'est juridiquement pas exactement la mise en place du travail du texte de 2016. Hein. On a à gérer des sentiments d'équipe. On a à gérer une difficulté, c'est qu'on peut se retrouver parfois avec des agents de terrain qui, eux, sont sur le terrain avec des risques covidiens en se disant « Ah, les cadres, eux, sont confinés, sous-entendu protégés », alors qu'en réalité, il y a souvent plus de travail pour tout le monde, mais il faut éviter qu'il y ait des fractures qui se développent. Or, nous voyons que certaines des mises en œuvre de réformes que nous venons de voir peuvent conduire déjà à avoir des sentiments de fracture à gérer, ce qui n'est pas anodin. Mais surtout, on se rend compte de la souplesse du cadre statutaire, y compris dans les réaffectations, par exemple, quand vous allez réaffecter des gens en droit privé d'une tâche à l'autre, il faut un avenant, il faut leur accord. En droit public, c'est pas du tout le cas, et on apprécie cette souplesse quand on se retrouve à organiser ses équipes en urgence en ce moment. Là, voilà. Et on se retrouve avec un exemple qui est frappant. Loi de 2012 sur le télétravail, texte en 2016, télétravail ponctuel seulement en 2019, mise en œuvre lente, et en réalité, tout le monde se retrouve à travailler à distance très très vite, dans un cadre juridiquement surgi du terrain, on va dire ça comme ça, ce qui soulève des difficultés juridiques, mais montre bien aussi le décalage entre le temps législatif et réglementaire et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est encore plus net sur la notion, par exemple, d'ASA, sur la notion de salariés en situation de vulnérabilité, pour lequel on fait une transposition plus ou moins hasardeuse de ce qui est prévu pour le droit privé, sans texte sur le droit public, ce qui est dément. Ensuite, on se retrouve avec donc c'est ce que j'évoquais. On se retrouve donc sur les ASA accordés aux agents sur cette base qui sont vraiment une transposition. Alors, si jamais il y avait des litiges, on pourrait dire attendez, on ne peut pas faire moins nous en territorial que ce à quoi ont droit les agents au nom de la parité de fonction publique, mais c'est une base juridique très faible qui repose sur une analogie avec le droit privé sur les notions de vulnérabilité qui est faible. Mais si en même temps on ne protège pas nos agents vulnérables, la norme elle pourra même être pénale.
Donc, on se retrouve à devoir, comme sur le télétravail que j'évoquais précédemment, à adapter le droit comme on peut avec des bases juridiques faibles, mais en même temps, ce sont des accélérateurs de transformation managériale qui étaient déjà en route sur le télétravail à distance, qui sont des enjeux tout à fait majeur de RH, hein, pour garder des unités d'équipe, pour ne pas avoir non plus d'autres types de souffrances au travail, dans l'isolement et autres, que connaissent certains, etc. Donc on a des enjeux, j'évoquais les fragmentations entre groupes sociaux et types de tâches dans les services, qui sont des enjeux, mais tout à fait passionnants. Et on voit que certains de ces enjeux étaient dans la loi, mais il faut mettre tout ça en œuvre, et d'autres pour lesquels on a en réalité une mise en œuvre en live et en accélérateur de transformation, parfois même en léger décalage par rapport à ce qui étaient les souhaits de la loi. Et je pense là, pour le coup, à la question, encore une fois, de la valorisation de tout ce qui est statut. On peut prendre quelques éléments dans la diapo d'après, donc sur le fait que on se retrouve avec des défis RH qui n'étaient pas forcément prévus. Quand certaines collectivités territoriales ont eu à traiter la prise de congés forcés ou pas, ou de RTT forcés, et d'autres non, on se retrouve du coup par ricochet en ce second confinement à gérer des situations RH potentiellement différentes et des conflits potentiellement très, très différents. On se retrouve à devoir retravailler sur les mobilités douces de manière différente parce que y a une accélération de certaines mobilités douces et d'accompagnement sur le trajet de domicile-travail, y compris pour des raisons sanitaires et pour des raisons du fait qu'on ne va pas forcément au travail aussi souvent qu'avant. Sur le suivi de travail d'équipe, beaucoup nous demandent comment adapter, parce qu'ils sont en train justement de mettre en place seulement maintenant le RIFSEP pour certains, de nous dire, mais du coup, nos objectifs, nos gestions d'équipe sont différents de ce qu'on aurait dit il y a un an, en raison de la présence sur le travail, des dangers qui ne sont pas les mêmes, d'appréciation de performance, qui sont des paramètres tout à fait majeurs. Et pareil pour les 1607 heures. Donc, on se retrouve à avoir une loi qui initialement était lancée avec des thèmes qui étaient clivants, mais aussi pour que tout le monde soit satisfait du texte final. C'est un grand classique. On se retrouve à devoir mettre ça en place, et parfois on est en concordance totale avec ce qu'on a à gérer sur le terrain, et parfois en légère discordance, mais en tout cas avec un sentiment d'accélération et de décalage entre ce qui est à mettre en œuvre sur le terrain et des bouleversements en droit, et des bouleversements sur le terrain qui, eux, sont en fait plus amples. Voilà ce que j'avais à en dire en quelques mots. Bon courage. Alors, merci beaucoup, Eric, d'avoir tenu les délais. C'est vrai que la liste est impressionnante. D'ailleurs, nous allons poser une question à nos internautes pour savoir si, avant cette présentation, considérez-vous que vous étiez suffisamment informés sur le contenu de la loi de transformation de la fonction publique? Vous nous répondez par oui ou par non, et nous soumettrons les résultats à nos intervenants. Plusieurs questions sont arrivées à peu près toutes sur le même thème, et on peut la résumer un petit peu avec cette phrase-là. J'ai lancé des négociations pour le passage aux 1607 heures, mais je rencontre au sein de la direction même d'autres positionnements. On me soutient qu'au vu de la crise sanitaire, ce n'est pas grave si nous n'avons pas passé la négociation avant mars 2021, car les dates seront repoussées. Je suis sceptique. N'y a-t-il pas un risque? La limite de mars 2021 pour la délib sur les 1107 heures est-elle maintenue avec la crise sanitaire, etc., etc. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments de réponse à ces nombreux internautes qui s'inquiètent de cette part de risque? Alors, premier élément… Cette question, je la pose à Eric, mais également évidemment à Mathilde et à Patrick, qui sera dans le cœur de leurs interventions. D'ailleurs, j'allais commencer par dire que la question en droit n'est pas d'une très grande complexité en réalité. En revanche, en termes de management, de gestion, elle est d'une grande complexité. Premier élément, M. Corrier et Mme Icard nous diront s'ils ont d'autres informations. Moi, je n'ai pas d'informations sur un report de cette échéance. J'aurais plutôt des informations sur une absence de report. Deuxième élément, sur les missions que nous, on a de passage aux 1607 heures, on a des problématiques qui se retrouvent être
perturbé par la crise, puisque les grands classiques sont la prise ou pas en compte de temps d'astreinte. La réponse est non. Hein. Le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail, sauf quand j'interromps mon astreinte pour aller bosser. C'est la considération de RTT sur certaines périodes entre deux périodes d'astreinte, pas du RTT, passons. Voilà, ce genre de choses qui sont des problématiques pour lesquelles les réponses en droit sont assez simples, mais on est au cœur de problématiques managériales et d'accords qui furent passés en d'autres temps qui sont tout à fait sensibles, avec en plus souvent des débats qui se cristallisent sur les interventions terrain, les périodes d'astreinte, qui ont un relief, une dimension tout à fait particulière en ces temps covidiens. Donc, je n'ai pas d'informations sur le report. 2, on n'est pas sur des problématiques d'une immense complexité juridique, mais ce que nous découvrions dans nos missions, c'est qu'en revanche, en termes managériaux, c'est compliqué et ça se cristallise sur des problématiques qui sont justement en ce moment ceux concernant beaucoup d'agents de terrain ou des agents qui ont des astreintes et qui donc sont particulièrement concernés par l'adaptation à la crise actuelle, ce qui n'est pas un détail. Je pense à des services de collecte des OM par exemple. Et puis, on a après la question de la sanction. À la base, le premier réflexe, c'est de se dire qu'il n'y a pas de sanction à ne pas l'avoir fait. Sauf qu'on en parlait un peu avant là, ensemble entre nous, les problématiques sont parfois au niveau des comptables. Alors, je crois que M. Courrier a des choses à dire là-dessus, mais nous, notre expérience, c'est plutôt des comptables qui s'apprêtaient à bloquer et à qui on engage un signal qu'ils engageraient leur responsabilité à bloquer, en tout cas l'intégralité du traitement. Et s'ils veulent distinguer 1107 sur la notion d'heure supplémentaire, il va falloir qu'ils se refassent les calculs et qu'ils voient comment. Enfin, c'est très compliqué de payer partiellement un mandat sans engager sa responsabilité. Donc nous, on a plutôt des retours sur expérience de tentatives de blocage comptable qui se finissent au contraire par une crainte des comptables s'ils bloquent, mais il y a des expériences malheureusement en sens inverse. Alors, Patrick Courrier et Mathilde, sur ce point précis, sans préjuger de vos interventions après, Patrick, peut-être? Alors, au niveau de l'association, quand on a effectivement posé cette question, on participe aussi à un baromètre RH avec une autre société donc, qui paraîtra la semaine prochaine. On avait posé la question l'année dernière également sur les 1107 heures. Donc d'abord, il y a les 3/4 des collectivités qui sont dans le cadre et il y a un quart qui doivent le mettre en pratique. Et dans ce quart, il y a quand même beaucoup de collectivités qui ont déjà commencé la démarche de mise en place des 1607 heures. Alors quand on parle 1607 heures, en plus, c'est déjà de quel temps on parle, parce que déjà nous, on a un différent d'emblée sur le nombre d'heures, puisque en fonction des calculs, on n'arrive pas tout à fait à la même chose. Donc déjà, c'est vrai que les collectivités déjà doivent se mettre d'accord, et les associations peuvent les accompagner pour dire sur quel temps on base, puisque c'est 25 jours de congé, techniquement, mais comme toutes les collectivités, tous les agents prennent des jours fractionnés, ça c'est tout à fait légal, et donc déjà on n'est plus à 1607 heures, mais à 1593. Donc déjà le volume horaire est quand même déjà à caler entre les collectivités. Ensuite, effectivement, comme l'a dit M. Landau, il y a effectivement la question immédiate du comptable public, voire du préfet, et de la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire qu'il y a les cas de figure où les chambres régionales des comptes ont déjà donner des rapports en disant vous devez vous mettre en conformité, il y a les collectivités qui ne l'ont pas. Donc la pression n'est pas tout à fait les mêmes. La relation avec le comptable public peut être différente. Je ne pense pas être dans un cas unique dans ma collectivité, mais on a un train de paye unique. Ce qui fait qu'on paye 10 500 payes en une seule fois. Et si on bloque un élément de paye, ça nous bloque l'intégralité du train. En tant que DRH, ça m'est jamais arrivé d'être bloqué sur le train de paye. Et donc, en clair, je ne préconise pas, en tant que président de l'association des DRH, d'avoir le moindre souci là-dedans. Et puis, il y a le poids des élus. Hein. On est en République et la plupart des élus souhaitent effectivement appliquer les lois de la République. Donc après, il peut y avoir évidemment des positions, et j'y reviendrai tout à l'heure, de blocage évidemment politique. C'est pas, on sait que c'est un sujet emblématique, c'est un sujet porté effectivement en 2001 par un gouvernement de gauche et puis une ministre qui était Martine Aubry. Donc effectivement, c'est un sujet tabou, c'est évident aussi. Par contre, il y a deux cas de figure. On peut déjà à minima délibérer sur la mise en conformité, puis après il y a la déclinaison managériale, direction par direction, ce qui pour moi est deux choses différentes dans la mise en œuvre. Il y a un cadre général
qui reste à échanger avec les organisations syndicales. Et là, je ferai une introduction un peu moins longue tout à l'heure, c'est de dire clairement le timing n'est pas bon. Là, je partage que le gouvernement ne donne aucun signe d'assouplissement sur le calendrier. Peut-être, Patrick, on reviendra sur cet angle-là. Et puis, je reviendrai juste après. Voilà, parce que c'est le sujet que je porte. Sur cette question, Mathilde, sachant qu'on a reçu également une question qui, au-delà des lignes directrices de gestion, des 1607 heures, évoque même le report de la mise en œuvre du plan égalité femmes-hommes. Disons que sur l'attitude, la meilleure attitude à adopter en fonction des informations dont on dispose. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sur la question des 1607 heures, comme sur les LDG et également comme l'Association nationale des DRH des territoires, l'Association des DRH des grandes collectivités avait saisi le gouvernement pour un report avant l'été. Il y a eu des réponses claires sur le sujet et notamment sur les 1607 heures. Je rejoins ce que disait Maître Landau. Il n'y a aucune indication qui porte à croire que ça sera reporté. Donc il faut bien le préparer dans les temps sous réserve de ce qui a été dit également par Patrick Courroyer. Il y a aussi des enjeux de gouvernance puisque ça implique un débat au sein de l'Assemblée. Donc ça dépend évidemment de comment ce dossier est géré au sein de votre collectivité. Mais moi, je ne peux pas inciter à ne pas respecter ensuite les textes, quoi que j'en pense, puisque j'avais demandé ce report avec l'ASSO et les vétérans. Sur les lignes directrices de gestion, on y reviendra sûrement peut-être après, puisque là, il y a eu par contre des ouvertures. Et sur le plan égalité pro, il y a eu en effet des discussions qui ne me semblent pas encore officielle de la part de la ministre avec certains acteurs. Et donc, c'est une info qui circule, mais je pense qu'il faut qu'on laisse la ministre se positionner sur le sujet plus directement. En tout cas, pour l'instant, il faut le préparer pour les collectivités qui sont concernées dans les délais initiaux. Merci Mathilde. Alors Patrick, je vous propose de reprendre, si je puis dire, votre intervention. Vous aviez d'une certaine manière commencé, notamment avec un extrait d'un édito, je crois que vous aviez publié sur le site de l'association, qui évoquait le problème effectivement de mener de front les lignes directrices de gestion et les 1607 heures avec la crise sanitaire. Alors, c'est vrai que c'était à la fois sur le site de la NDRHDT et c'était aussi une citation qui a été reprise par la presse, puisque j'en avais été, comme l'autre association présidée par Mathilde Icard, on a été évidemment questionné et donc j'avais répondu la phrase qui est ici et que je continue à penser. Voilà, j'allais dire que je partage évidemment avec le bureau de la NDRHDT en disant effectivement, il y a eu la loi de transformation de la fonction publique qui a été adoptée. Donc, je ne reviens pas tout sur ce qu'a dit Maître Landau, évidemment, et tous les points qui sont à faire, qui sont énormes, et qu'on avait déjà indiqué en 2019 comme structurant, emblématique, et à discuter avec nos propres élus, avec des renouvellements d'instances. Donc on avait déjà dit, en temps normal, ça va être compliqué avec des renouvellements d'exécutifs en mars 2020 et mars 2021 pour d'autres collectivités de mettre en place. Donc déjà, c'était compliqué. Est arrivée la crise sanitaire, donc il est évident que le report des élections pour un certain nombre de collectivités au mi-juillet n'a évidemment pas permis de correctement travailler. Et sans revenir totalement sur les 1607 heures, il était effectivement prévu dans la loi de travailler sur ce sujet qu'après l'élection du nouvel exécutif. Ce qui veut dire concrètement mi-juillet pour la très grande partie, pour faire court sur les délais, avec une obligation à peine un an après, de prendre une délibération cadre et une application 1er janvier 2022. Tout ce qui était déjà difficile et donné par les associations comme complexe, évidemment, aujourd'hui n'est pas réalisable. Et c'est vrai que, comme l'a dit Mathilde et puis Maître Landau, c'est vrai que on a aussi fait remonter immédiatement ces demandes et on a une fin de non-recevoir aujourd'hui, en tout cas sur les 1507 heures. Heureusement, les départements et les régions, à la limite, eux, vont avoir un calendrier différent puisque les élections risquent d'être décalées. Donc, de fait, bon, j'espère, comme tout le monde, on sortira de la crise de la Covid-19 et on pourra passer du temps. Mais en tout cas, au niveau de l'association, ceux qui sont en métropole, les communes, c'est un sujet majeur, avec un exécutif qui vient de se mettre à peine en place et qui est encore à gérer la crise et le confinement. Donc aujourd'hui, tous les employeurs, quels qu'ils soient, le constat, c'est qu'on est
encore, en particulier dans les communes et les métropoles, à gérer la crise, les départements évidemment, et qui vont rentrer aussi en campagne électorale, ce qui simplifie quand même pas tout à fait la vie, comme on le sait, c'est ce qu'on a connu nous dans les communes, et donc le calendrier n'est pas pertinent, et en tout cas, il répond pas aux engagements de l'État. L'engagement de l'État disait il faut qu'on renouvelle le dialogue social. C'était le point 1 de la slide de Maître Landau. Et en fait, je ne sais pas faire, moi, du dialogue social dans un délai qui date l'ordre d'un trimestre sur un sujet qui date de 25 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut faire du dialogue social, il faut prendre le temps de l'échange, et ça, c'est valable. Pour toutes les lignes qu'on a parlé avant avec Maître Landau, sur les détaillés, chacune nécessite une vraie réflexion au niveau des élus, mais évidemment avec les partenaires sociaux et ensuite avec les agents. Patrick Courrier, sur ce point-là particulièrement, il y a un certain nombre de questions que je vais essayer de rassembler en une seule. C'est que, est-ce qu'en n'allant pas trop vite sur quand même des dispositions qui méritent précisément le dialogue, on ne risque pas justement de braquer le dialogue social, de braquer les syndicats? Ça, c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire que la gestion de la crise nous a fait remonter pour la plupart des DRH un lien plus fort que les organisations syndicales. C'était un partenaire obligé, et en particulier de période de crise, pour faire remonter en tant que capteur de terrain tout ce qui se passait au niveau des agents. C'était des lieux d'échange. Tout le monde a mis des réunions quasi hebdomadaires, voire plus que ça, journalières sur ce lien, et c'était vraiment pour beaucoup une remontée en confiance du côté employeur et dialogue social. Donc, j'allais dire, c'est un peu, on va surfer sur cette vague où vraiment, c'était au niveau de l'association, se dit, on a vraiment remis les organisations syndicales et le dialogue social au centre du débat, on a travaillé ensemble. Et là, le risque, c'est effectivement de ne pas surfer sur cette vague, mais de casser cette vague. Et là, on le voit bien, toutes les collectivités, c'est vraiment un sujet de tension. Les élus ne courent pas après ce sujet, les agents évidemment encore moins, et les RH certainement pas. Ce qui veut dire qu'on va devoir le faire, mais avec ces contraintes-là. Donc s'il y a du temps, ça permet de travailler intelligemment. Je disais bien, on scinde le cadre général, qui est un cadre réglementaire du temps de travail, avec la question des heures supplémentaires, des astreintes, des hasards, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il y a la déclinaison direction par direction. Et là, c'est vrai que comment on rend intelligent ce temps de travail supplémentaire pour une partie des collectivités, soit sur de la formation, soit sur des temps libérés, soit sur une organisation, augmentation de services. Mais tous ces sujets-là, je vais juste finir sur ce sujet, mais en 2001, pour avoir piloté la réforme des 35 heures à Nantes également, en tant que ressources humaines, Nantes était une des premières villes à avoir mis les 35 heures, avant la loi Aubry, Jean-Marc Ayrault étant maire de Nantes. Et donc, c'était une demande. On a eu des conflits, on a eu des grèves, et on a créé 250 postes. Donc, je me dis, aujourd'hui, comment faire, pas machine arrière, c'est pas tout à fait ça, mais en n'ayant pas de création de postes à la clé, à moins évident spontanément, comment on pourrait faire mieux et plus rapidement, alors qu'il avait fallu quand même 1 an et demi à l'époque pour aller dans l'autre sens, et là c'était une diminution du temps de travail. Alors là, vous parlez de savoir s'adapter. Alors c'est vrai qu'au-delà du calendrier qui est effectivement important, il est contraint. C'est vrai que sur le temps de travail, on n'y revient pas, mais sur les lignes de gestion, qui étaient un autre volet, qui sont la deuxième question sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, on doit les faire voter en comité technique, pour avis en tout cas, donner un avis du CT avant le 31 décembre 2020. Il n'y a pas d'obligation de délibérer dans nos assemblées délibérantes classiques, ce qui simplifie un petit peu le calendrier, mais la préconisation est évidemment de les mettre en place, puisque comme les 1507 heures, il n'y a pas forcément de sanctions prévues à chaque étape si on ne le fait pas, mais on préconise, nous, à l'NDRAGT, évidemment, de les mettre en place en indiquant il y a des choses qui sont strictement obligatoires, comme la promotion et les avancements de grade, puisque les règles de CAP ayant changé, il faut bien qu'on ait des nouvelles règles adoptées d'ici 31 décembre 2020. Et donc là, il faut un avis du CT et forcément une délibération pour ce volet-là. Pour les autres lignes de gestion, c'est plutôt effectivement de préconiser en disant il faut faire une ossature, il faut faire un schéma général. La plupart des RH le faisaient avant, sous forme de politique ressources humaines, avec des axes stratégiques, des directions avec des objectifs stratégiques et opérationnels. On le faisait tous. Alors, j'allais dire, c'est comme M. Jourdain, on ne le formalisait pas forcément. Aujourd'hui, on pourrait dire, pour nous, à l'NDRAGT, on a estimé que c'était la suite plus formalisée, et ça, c'est plutôt une bonne chose, pour que les élus puissent effectivement partager de cette question RH.
parce que le sujet RH n'est pas forcément toujours au cœur des discussions dans nos collectivités, et là, ça peut le devenir plus. Donc, c'est un outil qui doit prendre du temps. Donc, aujourd'hui, le temps nous manquant, la proposition, effectivement, c'est de dire qu'il faut les faire à minima. Il faut bien mettre tous les axes stratégiques de ce plan d'action en disant sur la GPEC, sur le recrutement, sur la mobilité, sur les parcours professionnels, sur la QVST. On ne voit pas d'ailleurs sur la QVT de points précis sur les LDG, mais on peut les mettre, on peut en ajouter. C'est-à-dire qu'on le fait, on le pratique, et donc faire passer en avis du comité technique ce cadre-là général qui donne la voilure pour les 2020, les années 2020-2026, avec une clause de revoyure annuelle qui permet quand même de dire, voilà, on fixe les grandes lignes, on les fixe avec les organisations syndicales, on fixe ces règles avec les agents eux-mêmes, et on demande simplement par arrêté, suite à une décision de la présidente maire ou du président de l'exécutif, moi j'ai pris l'exemple parce que nous c'est une présidente maire pour Nantes et Nantes Métropole, qui effectivement formalise cette décision, qui du coup on répond à l'obligation légale des deux avis, juste les avancements de grade des promotions internes par délibération, le reste par une décision de la présidente maire communiquée. Et ça, c'est effectivement ce que j'appelle dans la slide à minima, et ensuite, à partir de 2021-2022, pouvoir bloc par bloc travailler, et c'est ce qui peut permettre de répondre légalement aux exigences, et puis avec la contrainte de temps, avec quelques petits points supplémentaires que j'indiquais juste sur la slide très rapidement, qui est la seule obligation, qui est de formaliser des règles, je l'ai dit, pour la promotion interne avancement de grade, parce que sans mode d'emploi, on pourrait potentiellement avoir une année blanche. Et puis, on a également sur d'autres, mais qui ne sont pas dans la ligne de gestion, des actions pour lutter contre les violences sexistes. C'est un peu plus large dans le temps, comme vous le savez, puisque là, on est sur le 1er mars 2021 pour le plan égalité professionnelle et le dispositif de signalement des actes de violence. Aujourd'hui, on est pour le 1er mai 2021. Donc, on est un petit peu plus de temps. Même proposition, c'est qu'effectivement, ces plans soient travaillés à minima. Comme ça, on n'a pas de difficultés particulières et ça permet de cranter la discussion. Et quand on voit sur les sujets qu'on vient d'aborder, les 1107 heures, les violences sexistes, le plan d'égalité pro, de toute façon, ceux qui n'ont pas travaillé avant, c'est pas en 3 mois qu'on va pouvoir tout écrire, tout formaliser. Ils puissent tout simplement être respectueux de nos propres élus qui viennent d'arriver, qu'ils soient dans leur premier, deuxième ou troisième mandat. Il y a quand même effectivement qu'ils appréhendent tous ces thèmes et qu'il y ait vraiment un échange avec eux, parce que c'est le but des lignes de gestion, c'est structurer les RH et que ça soit partagé avec tout l'exécutif. Alors, d'abord, je vais vous donner les résultats du petit sondage qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, je pense qu'il y a encore visiblement un petit peu de travail à faire. C'est qu'il n'y a que 54% des personnes qui considèrent être informées sur le contenu de la loi de transformation de la fonction publique. Donc, il en reste 46% qui souhaiteraient l'être plus. Avant de passer la parole à Mathilde, une ou deux questions. Je ne les pose pas toutes parce que je sais que certaines seront dans les réponses que Mathilde Icard va nous apporter. Mais il y en a plusieurs qui sont centrées sur le CIG, sur notamment celle-là. Le CIG nous a bien précisé que le jour des lignes directrices de gestion, que pour les lignes directrices de gestion, il s'agissait uniquement d'un arrêté après passage au comité technique. M. Corrier parle d'une délibération avant le 31-12 sur les critères d'avancement. Pourriez-vous préciser la règle sans trop s'étendre sur le Patrick? Alors, quand on dit délibération, c'est que je pensais en particulier sur les ratios ou les règles. C'est-à-dire que chaque collectivité peut l'avoir. Donc aujourd'hui, sur le CIG Grande Couronne, effectivement, il y a le point donc, de dire on peut effectivement délibérer plus tard là-dessus, mais en tout cas, pour fixer les ratios ou les modalités, aujourd'hui, la préconisation que nous faisons, même si ce n'est pas obligatoire, c'est effectivement de le mettre en délibération, même si je l'ai dit, ligne de gestion ne demande pas de délibération. Par contre, quand on fixe des ratios, si on fixe des règles spécifiques par rapport au parcours pro, je pense aux permanents syndicaux, par exemple, si on reconnaît leur parcours pro et leurs compétences, il n'y a pas de texte aujourd'hui qui régisse cette reconnaissance-là. Nous, on la met en place dans beaucoup de collectivités, à la NDRHDT, effectivement,
la préconisation, elle est quand même d'avoir un texte qui soit opposable, et en particulier au moment des avancements ou promotions de grade, et également sur les éléments de variables de paye qui peuvent lier à cette partie-là. Mais ça peut être spécifique, mais il n'y a pas d'obligation. Mais je laisse Mathilde, avec sa casquette également de DGS, de CDG, répondre et préciser. D'accord. Précisément, donc Mathilde, dans un article très récent qui est paru dans la bonne presse, dans The Pro, titré Forte surchauffe des DRH, vous évoquez toute une partie des dossiers qu'on n'a pas encore véritablement traités, l'organisation du travail en lien avec le télétravail, la valeur de la santé, la sécurité, égalité hommes-femmes, etc., etc. La protection sociale complémentaire, bien entendu. Pour vous, quel nouveau regard la crise sanitaire nous fait porter sur tous ces sujets? Oui, alors, quel nouveau regard. Je ne reviendrai pas sur les lignes directrices de gestion, mais je pourrais répondre à des questions. On s'est organisé comme ça pour que l'ensemble des grands pans de la loi de transformation puisse être analysé, de notre point de vue en tout cas. Ce qui est sûr dans l'exercice là que je fais, c'est que je reprends l'exposé des motifs du projet de loi transformation et j'essaie de le mettre en perspective à ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous allons vivre par la suite. Donc ça ne traduit pas par contre ce que vous avez commencé à dire chacun et ce que Hugues disait, la question de la surchauffe et du travail considérable que mènent les DRH, qui sont en effet à la limite de leur énergie, compte tenu du rôle essentiel, et ça, je m'en réjouis, dans la gestion de la crise sanitaire. Donc, c'est une période inédite qui n'est pas facile, avec des étapes essentielles de transformation, comme le dit la loi de la fonction publique, et il faut pouvoir composer avec l'ensemble de ces paramètres dans le respect de nos valeurs à tous et notamment les valeurs d'association des agents, des managers et du dialogue social. Donc il y a eu cette loi transformation et puis quelques mois après cette crise qui arrive et qui à mon sens révèle nos forces et nos faiblesses comme chaque crise en général. Ça révèle et ça j'y tiens également les forces du service public, puisque là où certains doutaient encore de l'intérêt du service public, je pense que maintenant tout le monde a compris à quel point les services publics locaux sont essentiels et donc les agents et les agentes qui le font vivre au quotidien. Alors je vais rentrer plus dans le détail dans la diapo suivante. Maître Landau a parlé de la question du télétravail. Alors je ne sais plus quel mot exactement il a employé sur le fait que, en effet, il y avait un cadre juridique qui était prévu par la loi transformation, qui sera toujours fort utile pour la suite. Il y avait des analyses avant le projet de loi transformation d'une pratique assez assez faible dans la territoriale. Et là, maintenant, un autre monde avec plutôt le travail à distance, puisqu'il ne répond pas au cadre juridique du télétravail comme on doit le construire pour les années à venir. Donc en fait, la loi de transformation a ouvert cette voie et puis on l'a expérimenté en grandeur nature avec une difficulté qui est celle liée au contexte, puisque dans les projets que nous avions en RH les années et les mois précédents, on imaginait des constructions d'expérimentation locale, de prendre le temps, et là on a été projeté dans un autre système de télétravail. Et moi, l'alerte que je formule sur ça en termes de conduite du changement, c'est aussi de bien séquencer les choses. Vous avez parlé des 1607 heures pour l'avenir. Souvent, dans ces protocoles, il y aura aussi la question du télétravail. Ce qu'on a vécu là, ce qu'on est en train de vivre encore ces dernières semaines, ça peut être de l'expérience engrangée, c'est important, mais ça ne sera pas le cadre des négociations à venir sur le télétravail. D'autant, et Maître Landau l'a aussi souligné rapidement, qu'on a des enjeux de collectifs et de renforcement des collectifs. On parle beaucoup en ce moment de télétravail.
Mais il ne faut pas oublier toutes les personnes qui sont et qui ont été depuis mars dernier sur le terrain, et la façon de négocier, de travailler ces différents projets peut contribuer à agrandir les clivages entre ceux qui sont derrière leur écran et ceux qui sont sur le terrain, et l'heure n'est pas justement à renforcer les intérêts catégoriels à mon sens. Alors nous, au sein de l'association, on a aussi eu une réflexion qui est plus ancienne, et ça je pense qu'il faudra qu'on en reparle dans d'autres cadres aussi. On avait organisé un colloque en 2018 sur la fin du bureau. Ça c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Moi je pense qu'on va revenir plutôt sur d'autres modes, et l'illusion de cette fin du bureau, elle va passer assez vite, et il faut en discuter notamment avec les expériences du privé sur le sujet. Et puis un autre enjeu qui est celui de la hiérarchisation des métiers, avec la question notamment des métiers qui étaient dits invisibles, d'un intérêt de revaloriser, de reconnaître ces métiers-là. Nous pensons au sein de l'association qu'il faut surtout mener un travail d'ampleur sur globalement la question de la structure des rémunérations territoriales, et ne pas se limiter à des approches par catégorie, même si elles sont bien sûr justifiées. Alors, voilà, par rapport à ce que vous évoquiez à la fin, Mathilde, il y a une question qui est un peu liée également à l'égalité homme-femme sur le télétravail, et qui est de dire, est-ce que le télétravail n'est pas devenu quelque chose de plus pesant pour les femmes qui souffrent plus de la porosité vie professionnelle et vie personnelle? J'en profite pour la poser parce que plusieurs personnes me la posent. Oui, il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet avant même le recours au travail à distance tel qu'on le connaît. C'est un risque lorsqu'il y a le déploiement du télétravail, alors hors période de crise, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Plusieurs analyses montrent qu'il y a eu un transfert de charges globales, notamment sur les femmes. Il y a aussi un autre enjeu sur les personnes précaires pour d'autres sujets. Donc, en effet, il faut en parler de ça. Il faut que ça soit appréhendé de façon collective au sein de l'organisation. Nous, au sein de l'asso des DRH, on se réunit très souvent en ce moment. On a eu ces débats il y a 2 semaines justement sur règles de fixer un télétravail massif, et intérêt aussi d'un point de vue social, et pour limiter les discriminations, de conserver du travail sur site pour certaines personnes, parce que parfois fixer une règle générale pour l'ensemble de la population qui travaille, ça peut justement fragiliser, là en l'occurrence les femmes qui du coup ont beaucoup plus de choses à faire en même temps. Donc c'est un point important, et c'est d'ailleurs un point intéressant pour le plan égalité pro à rédiger d'ici peu. Voilà, je vous ai remis une partie de l'exposé des motifs du projet de loi transformation. Alors, sans politique aucune, quand on lit cet exposé, cet argument, moi, je me dis qu'on a vraiment prouvé, avec ou sans loi, que le service public est capable de réinventer. On a vécu pendant plusieurs mois, et on continue aujourd'hui à mettre en place une grande agilité, souvent avec des services publics locaux qui ont été les premiers à réagir et à être au plus près des besoins des usagers. Donc ça, c'est avant la loi et après la loi, ce qui fait qu'on est tous unis sur le service public. L'autre diapo. Voilà, donc ce que je vous disais, le rôle essentiel des collectivités. Alors, un autre sujet, moi, qui me semble important aussi, c'est la question de l'attractivité de la fonction publique. C'était une orientation forte de la loi transformation. Maître Landau a présenté plusieurs outils juridiques qui permettent de diversifier, notamment les voies d'accès, les déroulés de carrière au sein de la fonction publique avec ce texte. Là, on a montré ces derniers mois qu'il y avait ce rôle essentiel des services publics, et donc je pense que nous avons intérêt à travailler encore plus la question de la marque employeur au sein des collectivités,
d'attractivité pour attirer notamment les jeunes qui sont très attachés aux valeurs et à l'intérêt général, sans parler notamment aussi de diversification avec les enjeux d'apprentissage, notamment pour les jeunes qui sont importants. Mathilde, et je pose cette question à Patrick et d'ailleurs à Eric aussi, vous êtes tous des ardents défenseurs ou observateurs ou partenaires du service public. On parle d'attractivité de la fonction publique territoriale autour d'une loi de transformation de la fonction publique. Et là, on lit régulièrement dans la presse, surtout très récemment, des enquêtes sur la non-attractivité du service public, de la fonction publique pour les jeunes. Donc, ce sont quand même deux choses qui s'entrechoquent beaucoup. Moi, rapidement, je pense justement, quand on voit les profils, notamment des nouvelles générations des jeunes, que ce qui les intéresse le plus, c'est pas tellement la question de la rémunération, même si c'est important, c'est l'attachement, l'engagement, le sens. Et là, on montre, nous on le savait déjà, mais on montre à quel point il y a du sens dans l'action publique locale. Donc, il faut pouvoir valoriser aussi cette période-là. Alors, il y a du sens, mais il y a aussi des contraintes qui font que mon métier peut évoluer, là, en l'occurrence, du jour au lendemain, quand un équipement ferme à titre temporaire. Bon, et tout ça, il faut pouvoir aussi l'expliquer, puisqu'on n'est pas dans une logique de relation classique comme dans le privé contractuel. Mais il y a un gros travail de communication. Un sujet à développer sur la question de l'attractivité. Peut-être deux mots, Patrick, sur ce sujet-là. Moi, je suis optimiste, moi, sur l'attractivité des collectivités, mais je suis pessimiste sur sa capacité à s'adapter aux nouvelles demandes des certaines générations, mais c'est pas que des clivages d'âge, des fonctionnements hiérarchiques aujourd'hui qui sont pour bonne partie obsolètes, et le très grand retard que nous avons sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le télétravail, par exemple. C'est clair que aujourd'hui, si on n'évolue pas radicalement sur des fonctionnements donnant du sens clair, les lignes de gestion, par exemple, peuvent aussi en donner. C'est-à-dire si les agents savent pourquoi le politique décide telle décision, ce qui fait dans une collectivité, hein, je généralise pas tout, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a un intérêt. Disait Mathilde Icard, la marque employeur. C'est clair que les collectivités qui ont une marque employeur développée, un marketing territorial, c'était le thème de notre dernier colloque, qui aurait dû avoir lieu en septembre, mais qui a été décalé pour le Covid. C'est justement sur la marque employeur, en disant nos valeurs que nous avons sur l'égalité, sur la mixité, etc., etc. Ce qu'on parle tout à l'heure, hein, dans les violences sexistes, on est très en avance. Et on pourrait être très en avance avec la transformation de la fonction publique, mais il faut le faire savoir. C'est-à-dire qu'il faut faire savoir que chez nous, on a des valeurs et chez nous, on a de l'exemplarité et autres. Et la marque employeur y contribue. Hein, nous, chez une collectivité, à partir de lundi, on aura en ligne l'intégralité de ces démarches avec la com externe. Et quand vous irez sur la collectivité où je suis DRH, vous aurez l'intégralité des marqueurs politiques, puisque quand on vient travailler dans une collectivité, évidemment, on vient dans un contexte particulier. Et là, c'est exactement ce qu'on disait sur le temps de travail ou autre, c'est que soit on le prend comme quelque chose de très négatif et autre, ou comment on dit, comment on peut le travailler direction par direction. Mais là, c'est pareil sur les limites, et la marque employeur est imminemment importante. Le colloque de l'année dernière était sur l'accueil des nouvelles générations et les attentes, et c'était clair. C'est qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas et on aime moins la fonction publique. Par contre, le fonctionnement de la fonction publique aujourd'hui ne correspond pas au fonctionnement actuel attendu par l'ensemble de salariés. Et là, j'allais dire, quel que soit l'âge. On le dit depuis 20 ans, si on ne comprend pas le sens, on ne peut pas être productif. Voilà, je comprends que je continue. Oui, absolument. Donc, la question du dialogue social qui a été rapidement également abordée, la volonté du législateur et du gouvernement de renforcer le dialogue social. Alors, pour plusieurs raisons, moi je pense qu'il y a certains outils qui ne contribuent pas dans cette loi à le renforcer, mais on pourra y revenir. Mais par contre, ce que je constate, c'est que là, ces derniers mois, nous avons vécu une évolution du dialogue social qui est importante, avec un dialogue social qui s'est recentré sur des enjeux collectifs, des organisations syndicales et des DRH qui se rencontraient et continuent à se rencontrer très fréquemment sous plusieurs modes et notamment en visio
pour construire ensemble, passer les messages. Et ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que cette expérience-là puisse nous servir pour la suite. Il y a notamment un enjeu qui est une déclinaison de la loi qui est à terme pouvoir négocier des accords collectifs dans la fonction publique. Il y a un projet d'ordonnance sur le sujet en cours actuellement, et donc pouvoir avoir cette vision du dialogue social constructif autour d'intérêts collectifs, c'est important pour la suite. Autre sujet, s'il est nécessaire d'en reparler, l'enjeu de la prévention de la santé et des conditions de travail. Alors, d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons que les agents publics sont fortement exposés aux risques de par leur métier, de par la structure de la population qui travaille, des agents. Des enjeux dans les prochains mois qui sont la déclinaison de cette loi, la protection sociale complémentaire, la réforme des instances médicales. Alors nous, au sein de l'association des DRH, on a pris des positions de longue date sur la protection sociale complémentaire, la PSC. Nous faisons des contributions sur le sujet au gouvernement. Nous pensons que la PSC est essentielle et le caractère obligatoire est essentiel pour les agents de la fonction publique territoriale. Autre enjeu aussi qui sera plus un enjeu technique pour les DRH, mais qui ont une forte incidence pour l'ensemble des agents de la fonction publique, la réforme des instances médicales avec la fusion de la commission de réforme et du comité médical. Beaucoup d'enjeux pour les agents puisque une grande partie des agents auront à être confrontés à ces instances. Et également un autre sujet en lien avec la prévention et les conditions de travail, le projet de futur plan santé au travail dans la fonction publique. Je pense que là, depuis ce début d'intervention, nous avons abordé plusieurs sujets qui peuvent être aussi abordés dans ce plan, qui interagissent, la prise en charge des conditions de travail, le dialogue social, remettre l'agent au cœur des préoccupations de prévention, et nous serons au sein de l'association attentifs à tous ces sujets et y contribuerons. Alors, de nombreuses questions que je vais essayer de rassembler dans les quelques minutes qui nous restent. Il y a d'abord une question de fond, et elle est posée par de nombreux internautes, en gros, qui pose la question, à nouveau, la question de la place du DRH dans l'organisation. Toutes ces mesures sont-elles réalisables quand les ressources humaines ne sont pas une priorité dans la collectivité, etc., etc. Ce sont des sujets que l'on connaît, qui ont été abordés d'ailleurs dans certains colloques que vos organisations, que vos associations ont pu organiser. Quelle réponse apporter ici, avec une petite question qui se surajoute de la part d'autres internautes, qui est un peu hors sujet, mais finalement assez proche, c'est la difficulté qui commence à naître dans le recrutement de collaborateurs dans les services RH. Donc, double question, mais particulièrement la place du DRH dans l'organisation. Mathilde, Patrick. Alors, la place du DRH ou de la DRH, je pense qu'on va dire la même chose, elle est centrale de notre point de vue. Absolument nécessaire. On l'a vu pendant la crise quand même. Globalement, les DRH ont été et le sont encore aux manettes aux côtés du DG ou de la DG pour piloter la crise. Donc, il y a ce rôle stratégique qui est reconnu, qui d'ailleurs, quand on regarde avec le secteur privé, dépasse vraiment les compétences classiques d'un DRH du privé. Le DRH dans la territoriale et conseil, a une vision prospective, construit les compétences d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, il faut pouvoir le conserver. Mais ce que je comprends, c'est que ceux qui posent la question considèrent qu'ils n'ont pas cette place-là centrale. Et donc, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés à mon sens.
notamment les lignes directrices de gestion, ça reste, alors en prenant le temps nécessaire, un bel outil pour que la question de la fonction RH soit parlée, discutée, pour que les rôles, les responsabilités de chacun soient abordés. Donc, essayer de trouver les outils nécessaires et notamment ces lignes directrices de gestion pour que ça devienne un sujet public, discuté. Je pense aussi à cette question des accords collectifs, puisque la place des organisations peut aussi, et le rôle qu'on leur donne peut aussi contribuer à renforcer le rôle de la DRH pour avancer ensemble, alors pas forcément en étant d'accord, mais en tout cas pour avancer sur les sujets RH. Patrick, sur ce sujet-là, le plus brièvement possible, parce qu'il nous reste juste quelques minutes et j'ai encore d'autres questions. Mais je suis toujours un peu étonné et un peu malheureux de la question qu'elle soit posée comme ça, parce qu'effectivement, je viens avec comme mes questions. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas simple dans certaines collectivités, mais naturellement, j'allais dire, le RH, il est effectivement positionné. On l'a vu sur la crise, on l'a vu sur les lignes dont on parle. Ça me paraît une évidence puisque les sujets dont on vient de parler ne sont pas que des sujets qui concernent 10% de nos effectifs, mais tous les effectifs. Et quand on va sur le terrain, moi, je suis toujours surpris et bizarrement surpris d'ailleurs quand on me dit Monsieur Corvoyer, etc. Et je me dis, ben c'est surprenant. Et à chaque fois, on me dit, mais tu sais, vous savez, la fonction RH est particulière. Voilà. Et donc, je me dis, c'est vrai que l'agent lui-même, il sait très bien qu'à titre individuel, et il a forcément recours à nos services et autres, il ne se pose pas trop la question du positionnement de la RH. Et moi, quand on va sur le terrain, après de nombreuses années, les mêmes collectivités évidemment, ou mes collègues, eh ben, on se dit effectivement, quand on est identifié, connu, au moins la fonction, voire le nom quasiment tout le temps, ben, je me dis effectivement, ça veut dire que les agents voient bien ce qu'il y a. Donc la question de savoir où on est, après effectivement, chaque collectivité va y mettre plus ou moins de moyens, va y mettre plus ou moins de portage. Là, c'est une discussion qui est vraiment très personnelle, mais sur le fait de dire, bah oui, la RH, c'est comme la DG, le DGS, effectivement, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, il est calé. Je mets à peu près au même niveau les deux. Alors, je m'excuse auprès de certains internautes qui ont posé des questions qui sont très techniques, si je puis dire, et on fera en sorte de leur répondre directement, puisqu'on sait qui nous les a posées, mais vraiment, ce sont des questions qui sont extrêmement techniques, et je voudrais prendre les deux dernières questions qui sont un peu plus générales, si je puis dire. Il y en a une qui est liée avec la question précédente, c'est sur le fait que cette crise, plus l'accélération de la transition numérique, fait apparaître dans beaucoup de collectivités une importance de plus en plus forte du binôme DRH-DSI. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez dans votre vécu? C'est une première question. Et puis une deuxième, et on terminera sur ces deux questions-là. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé des élus, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas parfois dans la situation notamment de nouveaux élus, dans ce premier mandat, qui veulent peut-être commencer le mandat, aller un peu plus vite et peut-être faire accélérer les choses aux dépens d'étapes à respecter, notamment pour les ressources humaines. Voilà. Je vais commencer là-dessus. Je vais commencer rapidement. C'est une évidence qu'effectivement la transition numérique, sur quelle question? La transition numérique. Et qu'effectivement, nous, on l'avait dit, et je l'avais dit avant même d'être président de la NDRAG il y a quelques années, en disant les collectivités qui, c'était en 2015, ne prévoient pas leur migration et transition numérique sont des collectivités qui seront en très grande difficulté. Et quand on parlait tout à l'heure du recrutement, il est clair qu'aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas travaillé là-dessus, sur la marque employeur, tous ceux qui n'ont pas travaillé sur cette transition numérique, le télétravail et autres, sont aujourd'hui en difficulté et le seront. Sur les questions des recrutements. Ça ne sera pas simple pour les autres, mais il faudra le prendre. Donc effectivement, ça a toujours été, ça ne change pas. Et aujourd'hui, on voit bien que la communication, entre autres, avec nos agents se font à la fois par plein d'outils. Il n'y a pas que de la com, hein, mais d'expliquer le rôle d'une organisation syndicale, d'expliquer ce qu'on fait en position est évidemment aujourd'hui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, obligatoire. C'est-à-dire que pour nos agents qu'on prenne le sens, eh ben effectivement, tous nos outils, les plateformes doivent être simplifiées pour que les agents puissent avoir toute l'information. Il n'y a pas que l'informatique, mais en tout cas, sans privé, c'est une collectivité qui ne peut pas fonctionner correctement. Juste Mathilde, sur ce sujet-là, avant que nous concluions. Non, mais moi, je suis persuadée que ce binôme est absolument essentiel, donc je ne vais pas y revenir, ça fait partie des sujets de travail de l'association. Je pensais juste, je reviens à une question avant, Hugues ne va pas être très content. Les DRH ont une fonction qui isole
beaucoup dans l'organisation, puisque c'est difficile leur positionnement, souvent fixer les règles, négocier sur la masse salariale, etc. Donc il n'y a pas d'homologue équivalent dans une collectivité. Et ça, je pense que c'est la force de nos réseaux, de nos deux associations notamment, de pouvoir aussi fournir un cadre de discussion en confiance, dans un cercle de confiance, et d'aider notamment les DRH qui sentent que la fonction RH est peu exploitée au sein de leur collectivité. Sur la question aussi des élus qui veulent aller plus vite, c'est ça hein, que souhaité par les services. Oui, alors les élus sont aussi pour donner un cap et mettre sous tension. Ensuite, c'est le difficile équilibre à trouver dans la discussion pour pouvoir expliquer que prendre le temps des démarches, de la construction, et ils le savent bien notamment dans le rapport qu'ils ont aux citoyens, prendre ce temps de la concertation, de la construction, c'est aussi en gagner après dans la mise en œuvre. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos interventions, les questions, les réponses aux questions nombreuses que nous avons pu avoir. Je voulais vous signaler les deux autres webconférences à venir. Le 3 décembre sur les risques majeurs, sur sujet d'actualité, rendre plus opérationnels les plans communaux de sauvegarde, et le 9 décembre sur les changer de poste dans la fonction publique entre possibilité et réalité. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ces deux webconférences et un mail vous sera envoyé. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, on leur promet pour les questions techniques de leur répondre. VK continuera de toute façon de les accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert. Je voulais en profiter également pour remercier bien entendu la CASDEN et les deux associations partenaires sans lesquelles cette webconf n'aurait pas pu avoir lieu. Et encore une fois, merci à nos trois intervenants. Et à bientôt. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à tous.